de l'État, Premier ministre, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, président du parti présidentiel de Vladimir Poutine. D'abord, votre regard sur ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que, selon vous, nous entrons dans une guerre mondiale? J'espère que non. Pour l'instant, nous arrivons à retenir, si vous voulez, la situation. Même si on fait une comparaison de la Bible, si on se rappelle des paroles de l'Apocalypse, le premier ange a donc sonné les cornes et donc on a vu les premiers signes de l'Apocalypse. On peut dire qu'on est à peu près à la même stade. On n'est pas encore à l'arrivée de l'Apocalypse et c'est à nous de faire tout le possible pour éviter la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, la politique de notre pays vise justement cet objectif. Et même l'opération militaire spéciale est en fait menée pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Pour la simple raison, si l'Ukraine donc avait eu cet appui pour adhérer à l'OTAN et puis un dirigeant fou ukrainien aurait l'idée de lancer une guerre ou une opération, une agression contre la Russie, ça signifierait le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais M. Medvedev, à partir de quel stade est-ce que vous estimeriez que les intérêts de la Russie, les intérêts vitaux, sont menacés? En fait, ces intérêts vitaux sont déjà menacés. Les intérêts vitaux de la Russie sont déjà menacés. Et c'est pour ça, en fait, que l'opération militaire spéciale est en cours, parce qu'elle vise à protéger le Donbass, mais aussi à démilitariser les forces armées ukrainiennes et aussi la dénazification du territoire ukrainien. Si la menace aux intérêts vitaux de la Russie n'existait pas, l'opération ne serait pas en cours non plus. Donc, jusqu'à un certain moment, on aurait pu l'éviter et nous nous sommes lancés dans toute une série de négociations, y compris avec l'Ukraine. En tout cas, nous avons essayé avec nos partenaires européens, avec les États-Unis, mais ces négociations ont été stériles et n'ont abouti à rien. Personne n'a pas voulu nous entendre. L'Ukraine n'espérait qu'une aide occidentale et les Américains, tout comme les Européens, ont refusé tout dialogue. En fait, ils ont refusé de prendre des décisions pour confirmer la non-adhésion de l'Ukraine dans l'avenir à l'OTAN. Ils ont proclamé cette politique des portes ouvertes et ont refusé de donner des garanties quelconques. Vous connaissez le résultat. Monsieur le Président, il reste que vous avez envahi un État souverain. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que M. Zelensky est un interlocuteur, oui ou non? Zelensky représente l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc oui, de toute manière, il a ses qualités, il maintient ses qualités d'interlocuteur. Mais si la question est de savoir si nous pouvons lui faire confiance, la réponse serait plutôt négative parce que c'est quelqu'un qui manque d'expérience, qui est dépendant, qui dépend des décisions d'autres pays et qui apparemment se trouve sous effet des substances psychotropes. Mais que faire? Le peuple ukrainien l'a élu comme président et il essaye en tout cas de s'acquitter des fonctions du président et du commandant en chef. Donc dans ce sens, oui, il occupe toujours ce poste. Monsieur Medvedev, pardon. Et pour donc rebondir sur la deuxième partie de votre question, on peut avoir des regards différents. Oui, à vous. Je ne comprends pas votre argument sur personnel. Pourquoi ces attaques personnelles contre le président Zelensky? On ne comprend pas très bien votre attitude. Au début de la guerre, beaucoup de sources ont indiqué que vous auriez cherché même à le tuer. Est-ce que vous êtes allé jusque-là? Je ne pense pas qu'il y ait de preuves quelconques. Ce ne sont que des allégations, des spéculations. Quant à notre attitude à l'égard du président Zelensky, ça n'a rien à voir avec son physique ou son passé d'acteur, mais ça vient de ses actions réelles. C'est une personne qui a accédé à ce poste sans avoir un jour d'expérience dans la politique, qui a gagné sa gloire ayant tourné dans un film sur le président. Donc elle a refusé des négociations normales avec nos pays en s'appuyant pleinement sur l'appui de l'Occident et des États-Unis. Donc c'est la personne qui ne mène pas de politique indépendante. La majorité de ces consultants qu'ils écoutent sont les leaders d'autres pays, d'autres États. En fait, c'est quelque chose que nous observons depuis longtemps. Même le service de sécurité ukrainien, 2 étages du bâtiment sont occupés par la CIA. Alors, peut-on vraiment le considérer comme un président indépendant et autonome? Monsieur le Président. Je ne pense pas que les Français puissent consentir à quelque chose de pareil. Monsieur Medvedev, qu'il y a une influence américaine en Ukraine, c'est une certitude et on va en parler aussi, mais de fait, c'est un président élu démocratiquement. Vous avez dit tout à l'heure, ça reste votre interlocuteur. On peut prendre ça pour acquis qu'un jour, vous allez parler avec monsieur Zelensky?
Vous voyez, ça va dépendre de l'évolution des choses. Nous étions prêts à lui parler. Le président Poutine l'avait dit. Les négociations étaient en cours sur le territoire de la Biélorussie, aussi en Turquie. Mais à un certain moment, les dirigeants de l'Ukraine, avec donc M. Zelensky à sa tête, a décidé qu'il n'avait plus besoin de ces négociations. Il voulait mener cette guerre à outrance, cette guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, ils sont partis, et ils ont suspendu ces négociations, sans jamais revenir à la table. Donc oui, dans le passé, il a été négociateur, tout comme les membres de son équipe. Par contre, ils ont voulu organiser des négociations au sommet, au plus haut niveau. Notre réponse a toujours été que cette rencontre est quand même conditionnée par un nombre de paramètres. Monsieur Medvedev, là, à partir de quel stade est-ce que vous estimerez que la livraison d'aide militaire occidentale fait des Occidentaux des belligérants, en particulier les États-Unis? Les États-Unis et les membres de l'OTAN, en fait, de facto, sont déjà impliqués dans ce conflit. Et si on utilise les formules anglo-saxonnes, les États-Unis, le monde occidental et l'OTAN, et malheureusement la France en partie, mènent, c'est comme on dit en anglais, les proxy wars. Donc les guerres par procuration, ils ne contribuent pas au règlement du conflit. Au contraire, ils ne font que l'exacerber, que l'attiser en fournissant différents types d'armes défensives, en allant des armes légères et de petit calibre jusqu'aux systèmes de missiles, les lance-roquettes multiples, comme le fameux système HIMARS. Et même si, périodiquement, on entend des voix dans l'Occident qu'il faut quand même prendre des précautions en livraison de tels types d'armes pour ne pas aggraver la situation davantage, et mener à une escalade du conflit déjà sur le territoire russe. Et cependant, un gros paquet d'aide a été adopté par les États-Unis sans précédent, vraiment en montant de dizaines de milliards de dollars. C'est une aide qui va directement en Ukraine. N'est-ce pas un proxy war, n'est-ce pas une guerre par procuration? Si. Je comprends que oui, la guerre, c'est aussi le moyen de faire profit pour les corporations américaines. Bien sûr, une partie de ces milliards va s'atterrir dans les poches des entreprises occidentales. Monsieur Medvedev, pardon. Ou par une autre voie criminelle se passera dans d'autres pays. Donc au final, ça sera un flux de contrebande. C'est ça la réalité. Sur le point précis, un peu technique, vous avez cité les HIMARS. Si les HIMARS sont à pleine puissance, donc je crois 300 km avec une force d'offensive, est-ce que vous considérez que définitivement l'Occident est devenu belligérant? En fait, j'ai déjà pu constater que d'une manière ou d'une autre, l'Occident prend part à ce conflit. L'Occident n'a pas dit, bon, nous n'allons qu'observer, nous allons créer des conditions favorables pour les négociations, nous allons inviter des négociations et proposer nos services de bonne volonté. Mais non, l'Occident a préféré de gaber l'Ukraine avec des armes, de l'argent, des ressources pour que l'Ukraine puisse s'approvisionner d'armement. N'est-ce pas une participation à un conflit? Pour revenir au système HIMARS, oui, pour l'instant, donc, il ne pose pas de menaces trop graves, on va dire, mais effectivement, comme vous l'avez dit, ces systèmes en particulier et d'autres systèmes similaires, en fait, en fonction du type des missiles, ils peuvent en fait agir dans différents rayons d'action à des distances différentes. S'il s'agit de 70 km, c'est une chose. S'il s'agit de 300-400 km, c'est autre chose. Oui, ça pose problème. C'est une menace pour le territoire russe déjà. Là, si cette menace va à un certain point, est-ce que dans la doctrine militaire russe, oui ou non, il existe la possibilité de recourir à une arme nucléaire tactique? La doctrine russe sur ce sujet, en fait, est un document qui a été rendu public, c'est accessible. Le document s'agit des fondements de la politique nationale dans le domaine d'utilisation d'armes nucléaires. Et donc, il y a 4 raisons prévues pour l'utilisation, le recours aux armes nucléaires. Je peux, si vous voulez, les énumérer. Donc, la première raison... Mais surtout, pardon de vous interrompre, on a surtout envie de savoir si, de votre point de vue, c'est effectif maintenant, si vous pouvez en arriver là dans votre esprit.
Oui, oui, justement, ça fait partie de ma réponse. Donc le lancement des missiles, l'utilisation des armements nucléaires, la frappe des infrastructures critiques qui gèrent les armes nucléaires ou d'autres actions qui représentent la menace pour la survie de l'État. Voilà les 4 raisons. Pour l'instant, nous n'observons pas de telles actions. Si vous parlez donc des armements nucléaires tactiques ou des armements avec de l'uranium qui n'est pas enrichi, pour l'instant, notre pays n'a pas fait recours à de telles armes, même si nous en sommes dotés. Ce qui en fait nous diffère des États de l'OTAN qui, au cours des 30-40 dernières années, en font recours régulièrement en Irak, en Yougoslavie. Il y a une intrigue, mais il y a aussi des conséquences bien tristes. Donc il faut d'abord peut-être analyser les actions des pays occidentaux. Notre réponse sera bien évidemment symétrique aux menaces qui se présentent contre notre pays. Vous voyez, ça veut dire, pardon en particulier, pardon encore de vous interrompre, mais pour être très précis, parce que c'est important, en Pologne, actuellement, les Américains augmentent très fortement leur présence militaire. Est-ce que ça va appeler de votre part une réponse immédiate? Nous l'avons dit en fait à plusieurs reprises. Les activités visant à élargir la présence militaire dans les pays déjà membres de l'OTAN, c'est quelque chose qui ne nous réjouit pas, mais c'est une chose naturelle. Les mêmes activités ont toujours été en cours dans les années 70 ou 80. L'OTAN n'a jamais cessé d'élargir son empreinte en s'approchant de nos frontières. Nous n'avons vraiment réagi qu'au moment où l'OTAN a voulu aussi s'emparer de l'Ukraine, donc élargir sa présence à ces territoires-là. Et d'autre part, à un même moment, le leader ukrainien a dit qu'il n'excluait pas la possibilité de doter l'Ukraine d'armes nucléaires parce qu'ils ont déjà certaines capacités. Alors comment pourrait-on ne pas réagir? Historiquement, l'Ukraine y a renoncé. Pardon. Dans l'histoire du 91, l'Ukraine avait renoncé à son armement nucléaire, donc on en est très loin pour l'instant. Et elle n'est pas membre de l'OTAN. Oui, l'Ukraine a renoncé effectivement à ses capacités nucléaires, mais le président Zelensky, quelques mois avant le lancement de l'opération militaire spéciale, a dit qu'il n'exclut pas le relancement des travaux, visant à accroître les capacités nucléaires ukrainiennes, ce qui a, comme vous le savez, aggravé la situation et a poussé la Russie à lancer son opération. Donc cette opération, en fait, pour l'instant, suit le scénario modéré. Notre pays, ainsi que les forces des républiques de Donetsk et de Lugansk, n'agissent que contre les forces armées ukrainiennes, donc les forces militaires de l'Ukraine, qui, de leur part, continuent d'agir dans ce paradigme de nationalisme déchaîné. Ça veut dire que nos actions ne ciblent que les militaires. Dans un autre cas de figure, cette compagnie aurait pu achever beaucoup plus rapidement, mais avec d'autres conséquences pour l'Ukraine. L'infrastructure aurait été complètement détruite, les centres de prise de décision, les organes d'État. Bon, nous avons choisi un autre scénario. Monsieur Medvedev, évidemment, il y a beaucoup de victimes civiles. Il suffit de rappeler les destructions de Mariupol pour mesurer à quel point la Russie a détruit massivement des infrastructures civiles et tué aussi des civils. Question vraiment historique. Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver là? La Russie est un pays avec d'énormes atouts. Le gaz, on va en reparler, l'intelligence des cerveaux, le soft power. Est-ce que vous étiez forcé d'arriver à une guerre aussi brutale et aussi meurtrière? Bon, les raisons de cette guerre, je les ai déjà citées, mais je peux y revenir. Alors, si les dirigeants ukrainiens avaient eu le courage de reconnaître la réalité, si la direction ukrainienne n'avait pas persécuté leur propre population à Donetsk et à Lugansk, s'il n'y avait pas eu des milliers de victimes parmi les citoyens ukrainiens et les citoyens russes qui habitent, si l'OTAN n'avait pas incité les ambitions de l'Ukraine dans ce sens, si nous n'avions pas eu ce genre de déclaration sur l'armement nucléaire de l'Ukraine, cette opération militaire spéciale ne verrait pas le jour. Pour ce qui est des victimes parmi les civils, oui, malheureusement, chaque guerre fait des victimes, mais en grande partie, ils sont liés à la politique désastreuse des forces armées ukrainiennes parce que eux, ils utilisent leur propre population comme des boucliers humains en installant les lance-roquettes HIMARS dans les écoles, dans les hôpitaux, ce qui provoque naturellement les pertes parmi les civils. Cependant, M. Medvedev, ils sont sur leur territoire. Quoi qu'il en soit, ils sont sur leur territoire souverain
et ça on ne peut pas le changer. De fait, vous êtes dans la position de l'agresseur, mais sur le but que vous poursuivez, s'il vous plaît, quelle est votre précision concernant Lugansk et Donetsk? Est-ce que vous visez, est-ce que vous espérez des référendums et un rattachement complet à la Russie, comme c'est déjà le cas de la Crimée? Alors, l'agression. Il y a un article de la Charte des Nations Unies, l'article 51, le droit des peuples à l'autodéfense, et il y a aussi son interprétation, basée d'ailleurs sur les cas anglo-saxons du 19e, qui porte notamment sur le droit de la défense anticipée, pour les cas donc où un autre pays fait preuve de la volonté donc de frapper un territoire particulier. En ce qui concerne la Russie, Donetsk et Lugansk, les républiques ont déjà été reconnues par la Russie en tant qu'État indépendant. Et donc, la menace qui planait à l'égard de ces deux républiques et leur population, ça a été, de notre part, la raison de donc, lancer cette opération anticipée, préventive. Encore une fois, c'est basé sur la charte de l'ONU et sur les cas juridiques examinés par les tribunaux au XIXe siècle dans le système juridique anglo-saxon. Ce droit à l'offensive préventive, c'est le droit qui a été utilisé par plusieurs pays européens et les États-Unis, bien sûr. Et d'ailleurs, ce droit existe aussi et s'applique aussi dans le cas où il s'agit des États adjacents, des États limitrophes. Vous pouvez voir le cas de Caroline, et donc parmi d'autres. Monsieur Medvedev, dans le bras de fer mondial qui vous oppose à l'Occident, le gaz est un enjeu crucial. Un certain nombre d'États européens ont besoin de gaz russe cet hiver. Est-ce que oui ou non, vous allez le couper? Oui, pour terminer la question précédente, donc la reconnaissance de ces deux républiques, ce genre de reconnaissance et le rattachement n'est possible que dans le cas des référendums. Et c'est la décision à prendre à ces deux républiques. Oui, nous avons l'exemple du référendum à la Crimée avec son rattachement à la Russie. Pour ce qui est des référendums de ces deux républiques, on verra les résultats. Pour le gaz. Oui, effectivement, c'est un autre aspect du conflit actuel et un élément de la guerre qu'on mène contre notre pays. Nous n'avons jamais refusé de livrer du gaz en Europe. Nous avons construit le Nord Stream 2, nous sommes toujours acquittés de tous nos engagements, mais après, on nous a dit on n'a plus besoin de votre gaz, qui plus est. Nous ne pouvons plus payer en dollars ou en euros tant que toutes les transactions, les transferts bancaires sont bloqués. Donc nous avons proposé la seule solution possible, c'est d'utiliser notre devise nationale, le rouble, en tant que moyen de paiement. On aurait pu accepter les paiements en d'autres devises si, encore une fois, les activités bancaires auraient été dégelées. Mais c'est une situation qui est complètement provoquée par l'Occident. Aujourd'hui, oui, nous sommes prêts à livrer le gaz aux montants qui sont déjà prévus par les contrats, mais ça va aussi dépendre de la position de l'Occident. Si on essaye de nous forcer la main ou si on essaie de bloquer les transactions ou encore si on essaye de nous refuser de livrer les turbines réparées, ça sera un peu difficile pour nous d'assurer l'approvisionnement. On comprend les termes de votre contrat si on veut, mais est-ce que si vous coupez le gaz, ça n'est pas une fuite en avant, une aventure pour vous aussi? Vous vivez en grande partie du gaz. Est-ce que ça n'est pas une folie si la Russie se coupe entièrement du commerce européen pour aller vers l'Asie? Est-ce que vous pouvez vraiment assumer cela? On ne veut rien couper. Nous avons approvisionné du gaz en Europe pendant des décennies, au bonheur de tout le monde. Les relations doivent toujours être pragmatiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'Europe suit aveuglément la politique américaine. Rappelez-vous, le président Trump, il s'étonnait toujours qu'il y avait des gazoducs donc vers l'Europe en proposant de livrer du gaz naturel liquéfié américain en Europe, ce qui est très cher, presque irréel. Mais aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une situation où elle commence à examiner cette proposition sérieusement, même si le GNL, le prix du GNL est exorbitant. Le chancelier Scholz est même allé au Canada
pour négocier les livraisons du GNL en justifiant cette initiative en disant qu'il vaut mieux acheter du gaz dans un pays démocratique que privilégier la Russie. Bon. Est-ce que vous comptez sur un changement dans les opinions en Europe? En France, une Marine Le Pen s'est prononcée contre les sanctions. En Italie, un Matteo Salvini. Est-ce que selon vous, c'est un paramètre sur lequel vous comptez? L'Europe n'est pas homogène, nous le voyons très bien. Il y a des pays qui sont dans le collimateur, qui suivent en fait, qui sont dans le sillage de la politique américaine, qui fonctionne dans ce système suzerain vassal. Les pays baltes, la Pologne, qui n'attendent que des messages, des ordres venant d'outre-mer, d'outre-Atlantique. Il y a des pays plus indépendants. Et la France, oui, fait partie de cette matrice, mais ce système de coordonnées, mais au moins, il n'y a pas cette russophobie hystérique, déchaînée. Donc oui, tout dépend de la position des politiciens, des leaders. Si les leaders européens veulent un jour rétablir les relations, nous serons pour, parce que ce n'est pas nous. Vous faites une différence, pardon, vous avez cité la France. Emmanuel Macron continue de parler à Vladimir Poutine, Madame Colonna, Monsieur Lavrov, etc. Est-ce que la France est différente des autres, selon vous? La France peut faire des diagnostics médicaux. Ainsi, le président Macron a constaté le mort cérébrale de l'OTAN et c'est un bon médecin, à mon avis. Donc on peut parler, on peut dialoguer. Ce que nous voyons sur l'exemple du dialogue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est un dialogue plein du respect, même si les positions divergent. Mais le dialogue se poursuit. Et c'est juste, à mon avis. Et d'ailleurs, les russophobes les plus ardus critiquent beaucoup le président Macron pour cette raison. Mais je pense que c'est un dialogue utile, tout comme au niveau de nos diplomaties. Dimitri Medvedev, il suffit d'aller dans les archives. On voit des images de vous au temps des sourires avec le président Chirac. Vous avez été président, Premier ministre. Vous incarniez pour beaucoup d'Occidentaux l'aile libérale. On vous a vu aussi avec Édouard Philippe au Havre. Aujourd'hui, vous passez pour l'un des plus durs contre l'Occident. Quand a eu lieu la rupture ? Oui, pour revenir aux politiciens français, dans certains cas de figure, les Français ont vraiment beaucoup fait pour minimiser les conséquences du conflit. Je me rappelle par exemple du rôle du président Sarkozy. Pendant le conflit entre la Russie et la Géorgie, on était en contact avec lui tous les jours. Au final, nous avons pu élaborer une décision acceptable pour tout le monde et la Russie et l'Europe ont pu rétablir leurs relations assez rapidement. Donc ça ne dépend que de mes attitudes antérieures, mais aussi de la position de nos partenaires. Oui, pour ce qui est mes sentiments, oui, ça a beaucoup changé. Ce n'est pas que j'ai eu une deuxième naissance, mais c'est une conséquence directe de la politique de nos partenaires. C'est une politique russophobe, je ne peux pas trouver un autre mot. Donc oui, c'est ça qui a fait que ma rhétorique, mon discours a changé. Est-ce qu'il n'y a pas un gâchis historique, une responsabilité que vous portez? Là, les Soviétiques ont été d'un courage inouï pendant la guerre face aux nazis. Aujourd'hui, ils pourraient continuer à influer sur le monde de manière, cette fois pacifique. Vous avez choisi la guerre, une guerre d'agression, avec tant de malheurs, tant de souffrances. Est-ce qu'il n'y a pas un vertige historique pour vous? Oui, monsieur Rochebin, je ne peux dire qu'une chose. Encore une fois, si nous n'avions pas été forcés à le faire, on n'aurait jamais fait recours à des hostilités. Au cours de 8 ans qui ont suivi le coup d'État en Ukraine, la Russie a essayé de faire entendre la raison aux autorités ukrainiennes, à l'OTAN, aux États-Unis. Personne n'a jamais voulu nous écouter. Comme si c'était un dialogue des sourds, ou comme si on se heurtait contre un mur. On disait, mais la population souffre. Ils bombardent avec des canons et des missiles contre leur propre population dans le Donbass, mais ça ne gênait personne. Mais M. Medvedev, pardon, je me permets de vous interrompre. Toutes les puissances défendent leurs intérêts de puissance, mais les puissances démocratiques le font de manière pacifique.
Oui, nous avons mis 8 ans pour essayer de trouver une solution pacifique. Pendant toutes ces années, les habitants du Donbass continuaient à mourir. Les citoyens ukrainiens et russes, ils mouraient suite à des actions criminelles des responsables ukrainiens, les personnes qui prennent des décisions indépendamment du nom du président Poroshenko ou Zelensky. Ils ont mené la politique d'agression directe contre leur propre territoire. Alors, quelle réaction vous voulez 8 ans après ? Monsieur, quel que soit le regard sur le passé, l'avenir, on se rappelle que beaucoup de dirigeants ont cru qu'ils allaient gagner contre les démocraties. Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Muammar Kadhafi, ils ont cru que les démocraties étaient faibles. À la fin, nous avons été les plus fortes. Est-ce que vous ne risquez pas de finir aussi comme cela ? Oui, les parallèles sont un peu douteuses, mais bon, personne n'a jamais dit que la démocratie était un mauvais système. Si on regarde ce que Francis Fukuyama, par exemple, a dit là-dessus, la démocratie libérale n'est pas le point final du développement de l'humanité, et nous en avons vu déjà des preuves. Si c'était bien le cas, depuis longtemps, dans tous les pays, cette forme d'administration régnerait. Mais on peut voir les fruits de l'imposition de ce modèle en Libye, en Syrie et dans toute une série d'autres questions qu'on voulait repenser à la manière occidentale. Donc, oui, je ne suis pas sûre que cette association que vous avez a un rapport avec la Russie. Et autre chose, chaque pays suit en fait son propre cours d'évolution, de développement. La Russie, c'est un pays qui a une histoire de plusieurs millénaires, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité avec des capacités nucléaires parmi les plus grandes au monde. Et oui, je suis sûr que nous aurons toujours la possibilité de nous défendre. Vous êtes sous le coup personnellement de sanctions et vous savez qu'une grande partie des Occidentaux espèrent qu'un jour vous serez jugé, vous personnellement, Vladimir Poutine personnellement. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous craignez cette hypothèse ? Je suis au service de mon pays. Je m'en fous de ces sanctions. Je suis sûr que le président Poutine partage la même position. Nous sommes citoyens russes et nous sommes au service de notre pays. Vous avez commencé par parler de l'apocalypse au début de l'entretien. J'aimerais finir là-dessus, si vous permettez. À Zaporijjia, on est dans une situation absolument dramatique, dans un territoire que vous occupez. Vous portez la responsabilité. Quelle garantie pouvez-vous nous donner sur Zaporijjia ? Toutes nos garanties, toutes nos propositions sont bien connues. Je ne vais pas y revenir. Par contre, je tiens à souhaiter tout le mieux et de la prospérité au peuple français et exprimer un espoir que les Français restent de vrais Européens, qu'ils se rappelleront de leurs valeurs culturelles, de leur histoire très riche. Ils vont aussi se rappeler du fait que les États-Unis sont nés de l'Europe et pas le contraire. Monsieur le Président, merci de cette interview. Est-ce qu'un jour, la paix est possible? Est-ce que si demain l'Ukraine accepte par exemple de renoncer définitivement à adhérer à l'OTAN, est-ce que demain se retrouver autour d'une table est possible? Vous comprenez, le refus d'adhésion à l'OTAN, aujourd'hui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour avoir la paix. Ce qui est nécessaire, c'est justement d'élaborer les garanties que vous avez citées et que le président Poutine avait aussi évoquées. Dès que nous avons ces garanties, dès que nous avons un traité signé par tous les partis intéressés, ça serait une condition suffisante pour mettre fin à l'opération avec tous les objectifs atteints. Monsieur Medvedev, je vous remercie.